Bonjour et bienvenue. Pour cette première vidéo, j'avais envie de reprendre ce que je faisais jusque-là sur mon compte Instagram, c'est-à-dire un petit bilan culturel de ce que j'ai vu et lu pendant chaque mois. Même si là, en l'occurrence, je vais parler uniquement de livres parce que j'ai pas vu de film qui m'ait particulièrement marqué ce mois-ci. Et à la fin, je vous ferai un petit tour des livres qui ont récemment rejoint ma bibliothèque et que je me suis offert pour mon anniversaire. Donc le premier livre que j'ai lu en octobre, c'est L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel. Tiffany McDaniel, j'avais très envie de découvrir Betty depuis un moment, mais j'aime bien appréhender des nouvelles et nouveaux autoristes en lisant leurs livres dans l'ordre d'écriture pour voir un petit peu l'évolution de la plume. Je le fais pas forcément systématiquement, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve assez intéressant pour voir l'évolution à la fois de l'écriture, des thématiques, de la construction narrative. Donc c'est quelque chose que j'aime bien faire, et en l'occurrence avec elle j'avais l'impression que c'est quand même quelqu'un qui a une plume assez fournie, donc ça pouvait être assez intéressant pour ça. J'ai vraiment pas été déçue. J'avais commencé à lire une première fois l'an dernier et en fait j'avais pas réussi à rentrer dedans, c'était pas le bon moment et j'ai bien fait d'attendre parce que cette fois-ci je me suis vraiment immergée. Donc dans L'été où tout a fondu, je vais vous lire le résumé parce que Gallmeister fait toujours un très bon travail je trouve sur les résumés et donc j'arriverai difficilement à faire mieux. Été 1984 à Brevard, petite ville de l'Ohio, pétrie de ferveur religieuse et de préjugés. Le procureur Autopsy Bliss, tourmenté par la lutte entre le bien et le mal, publie une annonce dans le journal local. Il invite le diable à venir lui rendre visite. Le lendemain, un jeune garçon à la peau noire et aux yeux d'un vert intense se présente devant le tribunal. Il prétend répondre à l'appel. Des événements inquiétants commencent alors à se produire et réveillent les superstitions. Cet enfant est-il l'incarnation du mal ou un simple vagabond à l'âme meurtrie? Et dans le même temps, une vague de chaleur infernale s'abat sur la ville. Tiffany McDaniel a vraiment une plume qui est impressionnante de par la justesse de chaque mot. Chaque métaphore est extrêmement bien pensée, hyper visuelle, hyper graphique. Oui, il y a vraiment cette sensation de justesse où chaque mot est exactement à la place où il devrait être et où à aucun moment on se dit la phrase aurait pu être tournée autrement. Et c'est vraiment impressionnant à quel point ça crée une narration complètement immersive. Et c'est vraiment ce qui m'a bluffé dans ce livre et ce qui participe à créer une ambiance où la chaleur montante de cet été monte à la tête de chacun des habitants. Et elle décrit parfaitement cette folie qui monte lentement, qui s'installe dans la moiteur du sud des États-Unis. C'est à la fois suffocant et quelque part terriblement glaçant parce qu'on voit, nous, d'un œil extérieur, tous ces événements s'accumuler les uns après les autres sans pouvoir rien faire. Et on aurait juste envie de pouvoir appuyer sur un bouton pour arrêter tout ça. Sauf qu'on est simplement spectateur et qu'on voit ces événements continuer à prendre place, à monter à la tête de chacun des habitants jusqu'à pour atteindre des conséquences qui seront irréversibles. C'est vraiment un livre que j'arrivais pas du tout à lâcher. Pourtant, il se passe pas énormément de choses, mais juste la plume de Tiffany McDaniel en fait. Et donc maintenant j'ai évidemment très envie de lire Betty et je pense que je le ferai très prochainement. J'ai ensuite enchaîné avec un petit essai, enfin petit, 200 pages on va dire, que j'avais trouvé en librairie d'occasion, qui est Comment saboter un pipeline de Andreas Malm. Et autant dire que je passe en librairie d'occasion, je vois un livre de la fabrique, évidemment que je l'achète. Je voulais le lire depuis un moment, parce que ce sont des thématiques tout simplement qui m'intéressent. Et vous pouvez voir par le nombre de post-it que j'ai mis dans ce livre, je n'ai pas été déçue, sachant que j'annote énormément mes livres, donc c'est pas forcément toujours un indicateur, mais là vraiment, j'ai surligné vraiment beaucoup de choses. Ici, Andreas Malm nous parle de lutte pour le climat et plus particulièrement de la nécessité de sortir uniquement des luttes non violentes qui, par le passé, n'ont pas particulièrement porté leurs fruits. Mais pour autant, il prend appui sur énormément d'exemples passés pour questionner l'efficacité des différents types de luttes, du sabotage particulièrement, comme c'est indiqué dans le titre. Mais il remet aussi beaucoup en question certains modes d'action privilégiés par
par des gros mouvements pour le climat qu'on voit beaucoup passer. Et c'est un livre que j'ai particulièrement aimé lire parce qu'il a fait beaucoup écho à un livre que j'avais lu il y a 1 an à peu près, qui est Comment la non-violence protège l'État. Et c'est sur l'inefficacité des mouvements sociaux que j'avais adoré, en témoigne également le nombre de post-it que j'ai mis dans ce livre. Mais c'est un livre que je mets entre beaucoup de mains, c'est un livre que je cite beaucoup, c'est un livre où depuis que je l'ai lu, je ne vois que des références à ça partout, donc c'est un peu devenu ma bible personnelle. Mais pour autant, il y avait un petit truc qui me gênait dedans, qui était le fait que je trouvais que l'auteur ne prenait pas assez en compte l'opinion publique et le fait que, en tant que militant de gauche, on n'a pas nécessairement accès aux mêmes outils médiatiques et on n'a pas la même couverture médiatique, et de ce point de vue-là, il y a quand même la balance penche clairement pas en notre faveur, et ça a clairement une incidence sur l'opinion publique, sur la façon dont les gens qui sont extérieurs à ces mouvements peuvent les percevoir. Et je trouvais que Peter Gelderloos avait tendance à balayer un petit peu trop vite cette question en partant du principe qu'il fallait faire des coups d'éclat et qu'ensuite les gens suivraient. Or, j'ai quand même un peu l'impression que ça c'est un effet chambre d'écho quand on évolue dans des sphères militantes où on a l'impression que tout le monde est très sensibilisé. Alors que la vérité, c'est que l'opinion publique est quand même pas toujours en faveur, et que même des petites actions vraiment pas très violentes peuvent parfois vraiment rebuter les gens. Et ça, Andreas Malm en parle très bien. Il insiste sur le fait qu'on n'a pas beaucoup de temps et que malheureusement, vu qu'on n'a pas tous les outils médiatiques pour porter certains types de discours dans l'opinion publique, on peut pas forcément se permettre de faire tout et n'importe quoi parce que ça peut être très vite récupéré. Et il questionne vraiment ça, justement. Comment aller vers des actions qui vont avoir un impact, mais pour autant qui vont pas complètement perdre les gens qui seront pas déjà ralliés à la cause. Et donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant, donc je trouve que vraiment les deux livres se complètent super bien et ouvrent évidemment tout un tas d'autres questions, mais c'est pour ça que j'ai particulièrement aimé les lire. J'ai ensuite enchaîné avec un livre qu'on a beaucoup vu passer dernièrement, et à juste titre parce que ça a été pour moi un énorme coup de cœur. C'est un livre que j'avais pas particulièrement prévu de lire, mais il se trouve que ma grand-mère l'a reçu pour son anniversaire et qu'elle l'avait déjà lu, et donc elle m'a dit « Est-ce qu'il t'intéresse ? Je te le donne. » Et en le feuilletant, je me suis dit « Ah tiens, en fait ça m'intéresse bien !» Et donc ce livre, c'est Mon vrai nom est Elisabeth de Adèle Dion, qui est donc un roman, un livre un peu hybride entre le roman familial, le road trip, la recherche à travers les archives, le sujet de thèse, c'est vraiment un roman qui rassemble beaucoup de choses. Et donc en fait on suit tout le parcours de l'autrice Adèle Dion pour essayer de reconstituer une histoire un peu mystérieuse concernant son arrière-grand-mère. Donc son arrière-grand-mère diagnostiquée schizophrène à l'époque, mais avec énormément de flou dans une famille très bourgeoise. On a les moyens de mettre les choses sous le tapis et de clairement pas vouloir parler de certains sujets. Et donc Adèle Dion, elle va archive après archive, rencontre après rencontre, discussion après discussion, essayer de retracer qui était Elisabeth, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, pourquoi elle a passé autant de temps en hôpital psychiatrique, quelle est la part de facteurs génétiques, quelle est la part d'éléments de sa vie, d'éléments violents qu'elle a pu subir, qui ont pu amener à certaines décisions, qui ont pu amener à certains actes. Elle retrace aussi toute une partie de la psychiatrie en France. C'est pas joli, c'est pas très agréable à lire, mais alors par contre, qu'est-ce que c'est efficace. Vraiment, moi j'ai été bluffée. Je sais que l'écriture a pu freiner certains dans un côté justement très clinique et analytique. Moi j'ai trouvé justement que l'autrice arrivait à instiller énormément d'émotions à travers ce côté de recherche. Parce qu'en fait l'émotion, elle est justement dans les non-dits, elle est justement dans tout ce que dans tout ce que les membres de sa famille lui disent entre les lignes, dans tout ce qu'ils veulent pas complètement lui dire, parce que au fur et à mesure de son parcours, elle discute avec énormément de monde et les gens veulent pas toujours lui dire les choses, et les gens sont parfois un peu réticents
à lui donner des informations, et pour autant on sent qu'il y a une envie aussi de savoir en face, mais une envie qui dit pas complètement son nom. Et donc j'ai été assez bouleversée par ce livre jusqu'à la dernière page. Le dernier chapitre m'a vraiment complètement mise au sol. Et vraiment je l'ai reposé et j'étais comme essoufflée, comme si j'avais pas juste passé une semaine dans cette famille, mais que j'avais passé les quelques années de recherche qu'a fait l'autrice avec elle. Et c'était absolument bluffant. Ça m'a beaucoup fait penser à un livre que j'avais lu il y a quelques années, L'étrange disparition d'Esmée Lennox, enfin je ne sais plus exactement quel est le titre en français. En tout cas un livre de Maggie O'Farrell qui m'avait énormément marqué. Après ce sont des thématiques qui de base me parlent énormément, mais le procédé narratif utilisé par Maggie O'Farrell dans ce livre était vraiment impressionnant. Et donc, j'en reparlerai probablement sur cette chaîne parce que Maggie O'Farrell est une autrice que de toute façon j'aime beaucoup et dont j'ai envie de parler. Mais donc voilà, ça m'a beaucoup fait penser à ça et ça m'a rappelé à quel point ce livre m'avait percuté, m'avait touchée au moment de sa lecture. En tout cas, je suis vraiment très très heureuse de l'avoir lu. Parce que si on me l'avait pas offert, je me serais pas forcément lancée, ou peut-être dans plusieurs années, et je pense que ça va clairement être dans mon top des meilleures lectures de cette année, donc c'est dire si je remercie ma grand-mère de m'avoir gentiment offert son propre cadeau d'anniversaire. Le dernier livre que j'ai lu ensuite, c'est Le chant de la rivière de Wendy Delorme, qui est un livre pareil que je n'aurais pas forcément lu à la base, et il se trouve que je l'ai lu dans le cadre d'un book club auquel je participe régulièrement, qui est le Mathilda Book Club. Je pourrais vous mettre le lien du compte Instagram dans la description. Et donc toutes les 6 semaines environ, on a une lecture commune et ensuite on en discute pendant 1h30 environ en vidéo. C'est toujours très intéressant et ça m'amène souvent vers des lectures que j'aurais pas forcément faites de mon côté, ou en tout cas que je suis très heureuse de faire en lecture commune parce que ça permet des échanges qui sont toujours hyper intéressants. Et Wendy Delorme, c'est pas forcément une autrice qui m'attirait plus que ça, parce que je savais qu'elle avait une plume, enfin c'est une poétesse, donc je savais qu'elle avait une plume de fait très poétique, et c'est souvent des narrations qui peuvent avoir tendance à me perdre un petit peu, parce que j'arrive pas vraiment à capter, mon attention est pas suffisamment captée sur des éléments tangibles, et du coup mon esprit part un peu dans tous les sens. Et il se trouve que quand le livre a été proposé, je me suis dit bon ben c'est l'occasion, et au pire si j'accroche pas, je pourrais en discuter avec d'autres personnes. Et en fait, j'ai lu ce livre en littéralement 2 jours, enfin en 2 après-midi. Je me suis posée et j'ai pas pu m'arrêter parce que j'ai été prise dans la plume. Et certes, c'est une plume très poétique, donc c'est pas un livre que j'aurais pu lire comme je fais assez souvent, donc un bout dans le bus, un bout en marchant, c'est quand même un livre qui demande de se poser et de s'immerger dedans. Mais le fait que ce soit des chapitres très courts qui s'alternent au niveau de la narration, ça m'a vraiment énormément plu. On est donc sur une double narration et une double temporalité. On suit 2 histoires d'amour, l'une il y a un siècle, l'autre aujourd'hui. J'ai pas vraiment envie d'en dire plus en fait, parce que c'est un livre qui mérite vraiment de se découvrir en entier, qui mérite vraiment de s'y plonger sans en savoir trop. Et Wendy Delorme a vraiment réussi son pari là-dessus. Et je vous invite également à aller écouter l'autrice, notamment dans un échange qu'elle a fait avec la librairie La Franchie que j'ai pu écouter l'autre jour. Et donc en fait, je vais juste vous lire la 4e de couverture, mais pas l'extrait qui est donné, vraiment juste le petit résumé qu'un Cambourakis en a fait. Dans ce roman envoûtant, Wendy Delorme nous plonge dans 2 histoires d'amour qui se font écho à 2 époques différentes, nous donnant à entendre la mémoire de vie minoritaire, dans un récit où les éléments, l'eau, le vent, les arbres et les pierres deviennent des personnages à part entière. Et c'est vraiment ça qui se passe dans ce livre, c'est-à-dire que on est vraiment comme on a vraiment une ambiance de conte en fait. Moi c'est vraiment cet effet-là que ça m'a fait, j'avais vraiment l'impression de lire un conte pour enfants. Pas tout à fait, mais au niveau de la narration, c'est vraiment ça que ça m'évoquait. Et je pense que, alors c'est un livre qui n'existe pas encore en audio, mais je pense qu'en audio ça serait vraiment assez incroyable. Et en tout cas, j'ai été assez surprise d'arriver aussi bien à me plonger dedans et de pouvoir l'apprécier autant. Je sais pas après si c'est un livre qui me marquera sur la durée ou si j'irai lire d'autres livres de l'autrice,
Mais en tout cas, je suis vraiment très contente de l'avoir lu et j'ai très hâte. Là, le book club a pas encore, la session du book club n'a pas encore eu lieu, mais elle a lieu demain soir en fait. Et j'ai très hâte de pouvoir en échanger avec les autres participantes parce que je pense que ça va encore être un échange extrêmement riche. Donc ça c'était pour la partie de tout ce que j'avais lu en octobre. Maintenant on va passer à ce qui a rejoint mes bibliothèques ce mois-ci. Tout simplement parce que octobre c'est le mois de mon anniversaire, que j'ai des amis formidables qui m'ont offert une carte cadeau à la librairie. Donc forcément 2 jours plus tard j'y étais pour juste dévaliser les rayons. Et donc je vous montre mon butin tout de suite. Donc le premier livre que j'ai acheté, que je voulais acheter depuis sa sortie, dont j'ai un petit peu entendu parler avec de très bons échos, dont je me suis dit c'est sûr, je le veux dans ma bibliothèque. Il s'agit de Déborder Bolloré, faire face au libéralisme autoritaire dans le monde du livre, et donc on est sur un recueil de plusieurs écrits d'actrices du monde du livre, de l'édition, et qui donnent donc leur point de vue situé sur l'Empire Bolloré et sur la nécessité de faire face en fait à cet empire médiatique qui prend de plus en plus de place. Et donc c'est un livre qui va à la fois dresser un portrait de, globalement on peut appeler ça la catastrophe ambiante de la montée en puissance de l'Empire Bolloré, et qui en même temps va donner quelques pistes de réponse sur des stratégies, que ce soit dans le milieu éditorial, que ce soit dans le milieu de la consommation du livre. Je l'ai tout juste commencé, donc pour le moment je peux pas en dire grand chose, mais de ce que j'en ai lu, c'est déjà un banger, donc voilà. Je suis très contente de l'avoir dans ma bibliothèque parce que je pense que c'est un livre que je vais énormément faire circuler autour de moi. C'est un livre qui, je pense, va être source de beaucoup de discussions. Et puis tout simplement c'est un livre que j'avais envie de soutenir, qui en plus est disponible pour la modique somme de 12 €, donc voilà, pour la quantité de travail qui a été réalisé, je trouve que c'est tout à fait honnête. Le deuxième livre, et là c'est pareil, c'est un livre que j'avais trop envie d'avoir mais sur un tout autre registre et qui est juste derrière moi. Il s'agit de cette magnifique réédition de Frankenstein aux éditions Monsieur Toussaint L'Ouverture. Donc vraiment une petite beauté. Voilà, ça c'était vraiment juste le petit cadeau pour me faire plaisir. Je ne l'ai pas encore lu, ça faisait très longtemps que je voulais lire Frankenstein. Là c'est une nouvelle traduction en plus de Marie Darrieussecq. Voilà, enfin vraiment, il m'en fallait pas plus. Je savais que j'allais me l'offrir. Ensuite, je me suis offert 2 bandes dessinées. La première, il s'agit de Salon de beauté de Quentin Zution, que je voulais m'offrir également depuis sa sortie. Je l'avais pas forcément acheté l'an dernier parce que tout simplement on peut pas tout acheter et que j'ai pas un porte-monnaie extensible, à mon grand regret. Donc d'après le roman de Mario Bellatino, je sais pas comment on dit, autant pour moi si je prononce mal. Quentin Zution, j'ai jamais été déçue, j'ai lu 3 ou 4 de ses parutions et vraiment ça m'a toujours touchée. Je suis quasiment sûre d'adorer et c'est des livres que j'aime bien refeuilleter de temps en temps. Je sais pas si c'est un livre que je vais lire tout de suite, mais j'avais très envie de l'avoir dans ma bibliothèque parce que juste la beauté des planches, dire voilà, ce genre de choses, c'est... Je suis admirative. Et le dernier livre dont j'ai fait l'acquisition, dont je n'avais pas entendu parler, mais quand je suis tombée dessus en librairie, je me suis dit, celui-là, il me le faut. Il s'agit de Tokyo 68. Donc là, pareil, je vais vous lire la 4e de couverture parce que je suis pas très forte pour faire les résumés. Occupation des universités, manifestations contre les bases militaires américaines d'où partaient les avions bombardant le Vietnam, lutte contre la construction de l'aéroport de Narita sur une zone agricole, naissance du mouvement de libération des femmes. Avec 3 étudiantes, Kazuko, Hiromi et Fumiko, revivez au rythme de la jeunesse japonaise révoltée des années 1968-1969. Un récit très sourcé, loin des clichés d'un Japon éternel aux traditions conservatrices. Et c'est vraiment cette dernière phrase qui m'a particulièrement plu et qui a fait que j'ai eu très envie de prendre ce livre.
c'est de sortir de cette vision qu'on a soit d'un Japon vraiment très traditionnel ou alors tout ce qu'il y a autour du mythe de la minorité modèle, donc qui fait pas de vagues, qui manifeste pas, qui suit à la lettre ce qu'on lui dit. Et je pense que ça va faire beaucoup de bien de lire ce genre de récit, d'autant que je connais très peu au final. Enfin, l'histoire du Japon, je connais pas grand chose, je connais les grandes lignes historiques, mais très très peu dans le détail. Donc je pense que ça va être vraiment très intéressant, et ça pour le coup, je pense que je vais lire assez rapidement. Et donc c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'ai filmé extrêmement longtemps, j'espère que je vais pas trop galérer au montage. C'est la première fois que je fais de la vidéo comme ça, donc je pense qu'il y a plein de petites choses qui ne vont pas trop au niveau du son, de l'image et des réglages, mais j'espère que vous serez indulgents avec ça. N'hésitez pas à me faire vos retours également en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, si certains vous ont donné envie. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!